présente, je suis Angela Ricci, je travaille dans le web depuis longtemps, 1994. Je suis web designer et j'ai un gros handicap en accessibilité, je suis brésilienne. Donc j'ai mis ça pour être méchante, aider un peu. Ah, merci. C'est plus facile. Donc c'est seulement pour montrer. Et donc comme je suis brésilienne, je peux dire des bêtises de temps en temps. Ça sort des mots qui ne sont pas très français. Vous soyez gentils. Donc notre sujet, ce n'est pas accessibilité. Je ne veux pas parler d'accessibilité aujourd'hui. On va parler de toute autre chose sur ça. Parce que quand on pense à l'accessibilité, est-ce qu'on peut avoir une idée qui a déjà travaillé pour un projet web accessible ici? Non, pas grand monde. Non. Dommage. Donc oui, mais c'est normal parce que c'est super chiant. C'est ça l'accessibilité. Hein. C'est recommandations, c'est checklist, on va checker, on va voir le label, si c'est A2A, si mon site respecte à 73% des recommandations d'accessibilité. La législation, il faut respecter la législation. Il faut que les sites publics doivent être accessibles, c'est dur. Donc, on ne va pas parler de ça, on ne va pas parler du UX, on va parler de... C'est sexy UX, c'est beau, si tout le monde parle. D'ailleurs, j'ai vu au moins 3 conférencières sur UX, sur les designs émotionnels, ça c'est chouette. Hein. Et ça c'est beau. Quand on voit tout ça, hein, c'est quand même une différence hein, tout de suite. Donc, qu'est-ce que c'est les UX? Je ne vais pas expliquer parce que je crois que tout le monde connaît et déjà hier on a pas mal vu, je ne sais pas si vous avez suivi les confs hier, c'était super intéressant, mais on va résumer, on va dire, on parle d'utilisateur, c'est tout, conception centrée utilisateur. L'expérience UX, ça va seulement, l'expérience utilisateur va élargir un peu plus, hein, va élargir un peu plus les contextes d'utilisation, l'expérience, mais c'est l'utilisateur de qu'on parle. Okay? On parle de recueil de besoins, on parle de comprendre l'utilisateur, de le connaître. Et donc, aujourd'hui, quand on parle d'un designer UX, qu'est-ce qu'on pense? On pense les mecs super cool, il est cool, les designers UX, ouais, il fait des storytelling, il fait des jeux de cartes, il fait de wireframe, et après on a l'ergonome. L'ergonome, il fait du storytelling, il fait de wireframe, il fait des jeux de cartes. Ils font la même chose. Aujourd'hui, c'est comme il y a plusieurs personnes qui disent, moi je suis designer UX, mais non, on fait ergonomie, on est ergonome, ok, on est encore loin de... Et à mon avis, les UX ne prend pas seulement un aspect, il prend plusieurs aspects. Je ne crois pas qu'une seule personne, pour être responsable, pour être vraiment un expert UX, il doit être responsable de plein de choses, il doit connaître plein de compétences différentes. Je ne sais pas, je ne crois pas que quelqu'un puisse couvrir tous les aspects, tous les contextes d'utilisation d'un produit dans le site. Mais l'ergonome, on va parler de l'ergonome. Donc les rôles d'ergonome, c'est recueillir les besoins utilisateurs, c'est comprendre comment on va utiliser notre produit, notre système, et je ne me rappelle pas, ouais, voilà. Et obviamente, il doit être toujours... Son but, c'est faire en utilisation, l'utilisabilité, c'est faire quelque chose de très simple et efficace d'utiliser. Donc, pour ça, il doit le connaître. Il doit connaître l'utilisateur, il doit connaître ses problèmes, il doit connaître ses contraintes. Et il doit connaître ses contraintes matérielles et physiques aussi. C'est incroyable, mais oui. Pour qu'il soit simple et efficace d'utiliser, il doit les connaître aussi. Je me suis avancée. Je vais raconter une petite histoire rapidement. On est en train de préparer, à mon entreprise, on est en train de préparer toute une journée de conférence sur l'accessibilité. Donc
On essaie de couvrir tous les aspects liés à l'accessibilité, donc dès les statistiques, dès la législation, les retours sur l'investissement, des expériences projets, la gestion de projets accessibles. Et je suis allée voir dans mon équipe, on a 4 ergonomes, et je suis allée le voir, je dis bah, c'est intéressant d'aborder l'accessibilité sur les biais, sur les points de vue de l'ergonomie. Donc, serait en plus, sur les points de vue de l'expérience utilisateur. C'était un peu bizarre la réponse, parce qu'ils m'ont dit, ouais, mais non, il n'y a rien de spécial, on n'a rien à dire à propos de l'accessibilité en relation à l'ergo. Bon, okay. J'ai trouvé bizarre leur réponse, mais bon. Après, j'ai compris, eux aussi, ils voient l'accessibilité comme la liste purement technique de développeurs, qu'on doit faire des checklists, c'est un truc relégué à la dev, relégué à l'intégration. Donc, les contraintes d'accessibilité qu'ils intégraient déjà directement dans leur boulot. Okay? Pour eux, c'était trop transparent, donc ils n'avaient pas vraiment quoi dire. Pour leur défense, ils sont très compétents, ils sont très bons professionnels, ils ne sont pas moins compétents que n'importe quel ergonome. Et je crois que même quand ils m'ont répondu ça, ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Okay? Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un problème de culture. Ça, c'est un problème qui, je ne crois pas que c'est unique dans mon entreprise, et je crois que de ce que je vois, c'est partout, je crois que vous partagez cette idée. Nous, on voit l'accessibilité comme des contraintes, comme des trucs chiants, comme des... Waouh, mince, il faut mettre les haltes sur l'image, on a un contraste des couleurs, il faut... Oh, mon design, il était super beau, gris clair sur gris blanc, c'est bon, donc, c'est des contraintes, c'est chiant. Donc, on a encore cette culture et après, on va appeler un expert accessibilité, il va faire un audit, on va corriger à peu près, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Malheureusement, c'est ça. Malheureusement, même quand on fait des formations, je ne sais pas si quelqu'un a fait une formation d'accessibilité. Quelqu'un a fait une formation ici? Non. Hein? Je ne peux pas dire que c'est une perte de temps, parce que c'est important. On ne va pas oublier l'aspect technique, c'est super important, tout l'aspect technique, mais quand on va faire une formation en accessibilité, qu'est-ce qu'on va? On va, recommandation numéro 1, pour l'image, tu dois faire ça et ça et ça. C'est horrible. À la limite, tu as une session de sensibilisation, on voit quelqu'un qui va utiliser un screen reader, en synthétiseur vocal ou une plage en braille, mais c'est tout. Donc, on ne sent pas vraiment qu'est-ce que c'est l'accessibilité. Et là, depuis que je commence à parler, on parle que des utilisateurs. Okay? Et pourquoi ceux qui sont responsables pour recueillir des besoins d'utilisateurs, qui sont responsables pour comprendre l'utilisateur, ils ne prennent pas en compte les faits qu'il y a des utilisateurs qui sont aveugles. Il y a des utilisateurs qui sont comme moi, j'ai 50 ans, j'arrive plus voir les contrastes couleurs, c'est pas top, je dois zoomer, et à part être brésilien, j'ai aucun autre handicap. Donc il y a des choses qu'on doit prendre en compte et qui on ne pense pas au moment de la conception. Donc aujourd'hui, ça me tue à chaque fois, mais quand on voit un client et on demande est-ce que votre site doit être accessible, c'est choquant, mais on pose la question encore, et mais oui, bien sûr qu'il doit être accessible, on ne pose plus la question. Ça, c'est intégré, ça doit être partagé par tout le monde. C'est pas que l'ergonome, c'est pas que les designers, c'est pas que le développeur, c'est pas l'intégrateur, c'est tous les acteurs d'un projet web. Bon, je parle de web, mais application native aussi. Tous les acteurs de projet doivent partager la même chose. On est tous tributaires des contraintes, des spécificités de nos utilisateurs. L'accessibilité fait partie de la solution de dès la conception.
il y a des exemples, bon, on ne va pas couvrir ici parce qu'il y a 20 minutes, mais il y a des exemples quand on va prendre en compte, par exemple, les malvoyants, la façon comme les non-voyants vont utiliser notre application. Et quand on intègre cette façon d'utiliser, par exemple, par les synthétiseurs vocaux, utiliser notre application, on peut donner des alternatives nouvelles pour cette application. Par exemple, je bosse maintenant pour Météo France, et une des grandes... C'est la carte, la première chose qu'on arrive sur Météo France, c'est la carte de France avec les pictos de la température, de temps. Comment un aveugle va suivre ça? Pourquoi ne pas réfléchir au moment de la conception et leur donner une autre façon d'accéder à cette information, une autre façon qui soit peut-être beaucoup plus simple, même pour les voyants. Okay? Donc c'est un défi créatif. C'est Léonie Watson, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une grande évangéliste de l'accessibilité. Elle dit que l'accessibilité ne doit pas être prise comme une contrainte, comme un défi à la créativité. Non, c'est un défi créatif. Ça doit nous faire réfléchir et aller plus loin dans ce qu'on fait aujourd'hui. Et pas nous retenir, comme on est aujourd'hui. Ça, c'est une phrase que j'adore. C'est aussi un ergonome, un expert UX, qui dit que traiter l'accessibilité simplement comme un problème de conformité légale démontre un manque total d'engagement avec la conception centrée utilisateur. Ben, bien sûr, c'est centré utilisateur. Comment on peut ignorer les multitudes de façons différentes qu'une personne va accéder à nos applications. Il y a des gens qui n'ont pas de main. Les touch, comment on va faire? Bon, il y a plusieurs façons d'utiliser ça comme un évier créatif, comme un levier créatif et pas comme une contrainte qui va nous mettre en arrière. Au Brésil, on a une expression qui dit à occasion faz o ladrão. L'occasion crée les voleurs. Ça peut être bizarre, mais ça veut dire, en réalité, ça veut dire qu'on a une occasion et tu dois la saisir. On doit la saisir, cette occasion, quand elle se présente à nous. Donc, on a une occasion d'être vraiment créatif, d'être vraiment... la rupture est là. C'est ça qui va nous faire vraiment faire la différence. On va créer des choses nouvelles, différentes, et qui en plus, c'est accédé facilement par tout le monde. Donc, je crois que si on arrive à quelque chose comme ça, c'est génial. Je crois que ça, c'est les vrais plaisirs de faire une conception, de travailler dans un projet. Une autre chose, et j'ai mis parce que j'adore cette phrase, je vais revenir en arrière pour dire il faut toujours faire simple, il faut toujours se faire efficace. Parce que si on fait simple et efficace, on prend déjà en compte une bonne partie de l'accessibilité. Au lieu d'essayer de faire des feux d'artifice de tous les coins, de faire des drag and drop et des scrolls et des parallaxes, soyons simples, soyons clairs, soyons propres. Comme dit, ça c'est une phrase que j'ai prise de Christian Heilmann, c'est un développeur, il travaille pour Microsoft. Il dit penser à une appli web avec tous ces drag and drop et tous ces nouveaux trucs et des sliders et des carousels partout, c'est comme les enfants qui croient qu'ils conduisent des baskets avec des lumières vont courir plus vite. C'est exactement la même chose. Donc, c'est pas parce que notre application, elle utilise tous les petits jeux d'interface qu'il y a à Facebook, qu'elle va être plus efficace ou plus facile à utiliser. Donc, pensons à nos utilisateurs, facilitons leur vie, et là, on va être adulte et pas des enfants qui croient qu'il va courir plus vite. Ok. Mais c'est bon, c'est fini. J'ai fait trop vite. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions que je vous passe le micro?
organisations ont des approches parfois orientées SEO, ils commencent par le SEO, puis ils font les specs et le site internet, etc. À quel endroit dans la conception est-ce que vous placeriez la partie accessibilité? Enfin, Depuis les débuts. dès le début. Depuis le début. Oui, tout le temps. C'est un peu comme on inclut l'utilisateur depuis le début dans les cas idéal. On va l'inclure depuis le début. Donc je crois que c'est depuis les débuts, c'est pour ça que je dis c'est tous les acteurs. C'est les stratégistes de contenu, les stratèges de contenu. C'est dans sa totalité on doit prendre ça. Parce que sinon, au fur et à mesure, on va laisser des choses derrière. Si on ne prend pas en compte depuis le début du projet, on va devoir forcément revenir en arrière. Ils se rendent compte, ah ouais, on aurait pu faire ça beaucoup mieux pour eux, pour les malvoyants, si on avait fait ça. Donc, j'ai une autre question. C'était par rapport, donc on a vu juste à présent, donc juste avant la notion d'amélioration progressive. Est-ce que vous ne pensez pas que justement l'accessibilité rejoint un peu ce phénomène-là? Le fait que déjà l'accessibilité c'est pas forcément uniquement des non-voyants et voilà, mais ça peut être effectivement des personnes qui ont des problèmes pour voir les couleurs ou des choses comme ça, ou alors des interfaces qui sont effectivement trop réduites ou quand on parle un écran qui est ou une connexion mauvaise. Oui, exactement. Vous avez bien pris les problèmes. C'est ça. Si d'ailleurs, c'est mon cheval de bataille, c'est l'amélioration progressive. Si on travaille avec l'amélioration progressive, on assure déjà une bonne partie de l'accessibilité. C'est clair. Donc, je crois que tout se boite très bien, parce que si on fait un site propre, sémantique, standard, en respectant les standards web, et en respectant l'approche des améliorations progressives, déjà on a fait, sincèrement, côté technique, on a fait 80% de ce qu'on a besoin pour un site accessible. Okay. Bien sûr, après, il y a la conception. Là, c'est une autre chose. Merci pour votre présentation. J'ai juste une question sur le fait que le problème, c'est toujours d'avoir des principes et de pouvoir les mettre en application. Moi, je suis plutôt du côté du client et du coup, je demande des fois des sites accessibles. En revanche, c'est dur de trouver une agence qui a ces principes-là dans sa poche, sans que ce soit du bullshit et qu'au bout de, une fois le projet a commencé, ah oui, on fera plus tard, je sais pas quoi. Et c'est plutôt quel argument on peut donner, et je pense que ça concerne surtout les gens qui sont dans cette salle, à des agences web, pour qu'elles puissent l'intégrer vraiment en fait dès le début. Et nous on a bossé avec une agence lyonnaise, donc je ne citerai pas le nom, mais qui bosse hyper bien, mais ils sont hyper bons sur plein de choses, mais ça ils ne l'ont pas intégré parce que pour eux c'est trop de temps en fait. C'est réellement, s'ils veulent faire les choses bien, en gros ça veut dire presque 2 fois plus d'intégration en front-end, etc. Ça dépend comment. Non mais c'est une question de culture, c'est-à-dire que du coup il faut changer tous les process. Oui, je crois que la culture, vous avez raison, je crois que tout le monde est un peu dans la même. Même moi, même dans mon entreprise, on est. C'est pour ça qu'on va faire une conférence toute la journée d'accessibilité pour motiver les managers à former les développeurs. Parce qu'il y a un côté de formation. Il y a un côté culturel, donc cette culture doit être installée dans l'entreprise aussi. Ça, dans ces cas, je crois que c'est la chose la plus facile, parce que si les managers ils portent ça, c'est motivant. Par contre, les problèmes, c'est ça. Le problème, c'est qu'il s'est toujours allié, c'est toujours vu du point de vue contrainte. Et de point de vue il faut former les gens, il faut... Mais non, moi j'ai jamais fait, j'ai fait de formation AccessiWeb qui ont fait, c'est l'audit d'accessibilité,
j'aurais même pas besoin. On apprend à faire des checklists, c'est pas ça. C'est, sincèrement, c'est un état d'esprit. Et c'est une chose qu'on peut faire de veille au fur et à mesure. C'est pas vraiment un gros coût. Et c'est un investissement aussi. Hein, c'est un investissement parce qu'on est en train d'apprendre une nouvelle technologie, on est en train d'évoluer, on est en train d'apprendre. Mais c'est très progressif ça. Parce que c'est ça que j'ai dit, si on fait un site standard, si on fait un site sémantique, si on prend en compte l'amélioration progressive, si on fait des tests, si on fait des tests utilisateurs, là je crois qu'on arrive au fur et à mesure à progressivement à avoir cette compétence. Mais il faut commencer quelque part. Et je crois que la meilleure façon de commencer, c'est que le management pousse à ça. Mais oui, c'est compliqué. L'idéal, c'est que vous aviez l'idéal, c'est avoir cette compétence chez vous, déjà. Pour que vous-même, parce que si on ne connaît pas, on ne sait pas quoi exiger non plus. C'est ça les problèmes. Mais moi, je suis vraiment surprise parce que je croyais qu'il y avait plus de gens qui ça, c'était une idée beaucoup plus répandue qui je vois là, je vois que non. Il y a encore beaucoup de difficultés à appliquer ça. Ouais, c'est pas qui est chez moi, alors c'est bien. Mais on part.